Ok, c'est reparti. Et c'est reparti. Je vais mettre une petite musique douce pour couvrir le silence. Oui. Voilà. Donc on vient de voir l'uniforme, on a vu l'exponentielle et la dernière dans la liste, et probablement la plus importante de toutes, c'est la normale. Donc la loi normale porte ce nom parce que pendant tout un temps on pensait que c'était la seule vraie loi de l'aléatoire. Et donc c'est celle qui apparaissait dans toutes les situations normales, on va dire. On l'appelle aussi la loi gaussienne, en l'honneur d'un mathématicien allemand dont le nom de famille était Gauss. Et donc j'utiliserai de manière interchangeable les deux. Et l'idée ici, c'est de dire qu'une variable est gaussienne si elle représente la distribution d'une erreur. Et donc une erreur, c'est quoi ? On suppose qu'on fait un processus de façon plus ou moins intelligente. Et donc en moyenne, on va toujours taper à peu près au même endroit, mais on risque de faire une erreur, et cette erreur pourra être soit en exagération ou en décalage positif par rapport à la moyenne, soit en décalage négatif. On imagine une distribution qui est plutôt en cloche, avec forte probabilité de se situer autour d'une certaine zone moyenne ici, et puis très peu de probabilité d'être beaucoup plus grand et très peu de probabilité d'être beaucoup plus petit. Donc une distribution en cloche comme ceci. Alors à nouveau, un peu comme pour l'exponentielle ici, il y a 500 000 milliards d'infinités de façons de dessiner une courbe qui va avoir la tête qui est ici en cloche. Et il se trouve que l'humanité a découvert au fil des siècles que la bonne façon de modéliser un truc pareil, c'est de dire qu'on prend une variable aléatoire qui est de loi normale 0,1, donc normale standard. Si quoi ? Si sa fonction de densité est donnée par, en fait, ce qu'on voit, c'est que ça doit être proportionnel à la courbe exponentielle de moins x carré sur 2. Pourquoi c'est cette courbe-là ? Pour des multiples raisons dans lesquelles nous n'aurons certainement pas le temps de rentrer pendant ce cours-ci. Mais donc il se trouve que la bonne courbe pour modéliser un comportement comme celui que je suis en train de redessiner ici, donc un comportement comme celui-là, c'est-à-dire beaucoup de chances d'être près d'un certain centre et puis très peu de chances d'être à droite ou très peu de chances d'être à gauche. La bonne courbe pour faire ça, c'est l'exponentielle de moins x carré sur 2. Donc vous avez probablement fait ça à l'école, de dessiner ce truc-là. Quand x devient très très grand, ça fait 0. Quand x vaut 0, ça fait 1. Et entre les deux, qu'est-ce que ça fait ? Donc quand x est très très grand, ça fait 0. Quand x est très très petit, ça fait 0. Et entre les deux, ça fait une courbe en cloche comme ceci. Donc vous pourriez calculer le maximum, vous pourriez calculer les points d'inflexion, et vous verrez que vous obtenez une courbe qui ressemble à s'y méprendre à ce que j'ai dessiné ici. Alors évidemment, il faut que l'intégrale totale fasse 1, ce qu'on a déjà raconté plusieurs fois, il faut que l'intégrale totale fasse 1, et pour que l'intégrale totale fasse 1, ce qu'on remarque, c'est qu'il faut multiplier par 1 sur racine de 2pi. Alors pour la vérification, et donc cette courbe elle est définie pour x réel partout. Donc elle n'est pas définie avec une indicatrice, elle est définie sur toute la droite réelle. Alors pour la vérification, il faudrait remarquer que l'intégrale de moins l'infini a plus l'infini de 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2 dx. Il faudrait vérifier que ça fait 1, et vous n'avez pas le niveau pour réussir à prouver ça. Vous n'avez pas le niveau pour prouver ceci. C'est ce truc-là, ces maths-là, ce sont des maths un peu plus avancées. Donc ce n'est pas dans la matière. Ok ?
Donc ça, c'est la loi normale de moyenne. Donc on appelle ça la loi normale standard. Je vais mettre ça en rouge. Normale standard. La densité est donnée par ceci. Et c'est ce qu'on appelle aussi la loi normale de moyenne 0 et de variance 1. Alors comment est-ce qu'on voit que c'est de moyenne 0 et de variance 1? Ben ça, en fait, on est capable de faire le calcul. L'espérance de x, ça va être l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois la densité. Et donc là, le 1 sur racine de 2pi, il peut sortir. Et ici, pour calculer ce truc-là, il faut soit de vous argumenter en disant que c'est une fonction impaire que vous intégrez sur un domaine symétrique, soit de vous remarquer que c'est en fait l'intégrale de moins la dérivée. Vous remarquez que la dérivée d'exponentielle de moins x carré sur 2, ça fait quoi? Ça fait moins x exponentielle de moins x carré sur 2. Et donc ce truc-là, il est en fait égal à ce truc-là avec la dérivée. Et là, vous savez que l'intégrale d'une dérivée, c'est simplement la fonction qu'on intègre. Enfin, une primitive d'une dérivée, c'est simplement la fonction qu'on a dérivée. Et donc on a quoi? On a donc ici moins exponentielle de moins x carré sur 2 évalué entre moins l'infini et plus l'infini, ce qui fait un gentil 0. Donc l'espérance de x, c'est bien 0. Pour la variance de x, c'est quoi? C'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. L'espérance de x au carré, ça fait 0. Et donc on se retrouve avec l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré exponentielle de moins x carré sur 2 dx avec un 1 sur racine de 2pi. Et là, il faudra faire une intégration par partie que je vous laisse faire parce que je n'ai pas envie de la faire. Donc ici, c'est dans la matière. Et cette intégrale, vous arriverez à faire le calcul et ça vous donnera 1. Si vous n'y arrivez pas, vous me demandez. De manière plus générale, donc ça c'est la loi normale standard, c'est-à-dire de moyenne 0 et de variance 1. De manière plus générale, on a une loi normale autour de n'importe quelle valeur donnée mu. Donc si j'ai mu ici, je peux avoir une loi normale qui va prendre une tête comme ceci autour de mu, avec un écartement qui est aussi de n'importe quel ordre que je vais appeler sigma. Et on dit que x suit une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré si sa fonction de densité est donnée par quoi? Est donnée par f de x, c'est 1 sur racine de 2pi sigma fois exponentielle de moins x moins mu au carré sur 2 sigma carré. Toujours pour x qui est réel. Alors pour l'interprétation de celui-ci, on peut montrer, et je ne vous demande pas de le faire, on peut montrer que ce truc-là est la fonction de densité de la variable sigma z plus mu, où z suit une loi normale standard. Donc ce qu'on peut montrer, c'est que la loi ici de ce gars-là, c'est en fait la même chose que la loi d'une gaussienne standard, donc z, que vous avez décalée. Donc vous avez pris votre loi de la gaussienne standard, disons celle-là, et vous l'avez, donc ça c'est la loi de z, et vous l'avez, qui est donc centrée autour de 0 et qui est d'écartement d'ordre 1,
et vous l'avez décalé. Comment vous avez fait? Vous avez pris votre loi ici, et vous l'avez décalé plus autour de 0, mais vous l'avez décalé autour de mu, d'une certaine valeur. Donc 0 est toujours là, et vous l'avez décalé autour d'une certaine valeur mu. Donc ça, c'est ce que vous avez fait en faisant ceci. Et puis après, vous l'avez étiré ou rétréci en multipliant par sigma. Et donc vous avez, disons, étiré par exemple en multipliant par une valeur sigma. La moyenne de ce gars-là, c'est alors la moyenne de sigma z plus mu. C'est donc sigma fois l'espérance de z plus mu grâce à la linéarité de l'espérance. Ça fait 0. Et donc on se retrouve avec mu. Et la variance de x, donc c'est la variance de sigma z plus mu. On utilise que la variance est invariante par translation pour dire que c'est la variance de sigma z. On utilise que le sigma sort au carré des variances pour dire que c'est sigma carré fois la variance de z. Et la variance de z, ça fait 1. Donc ça fait sigma carré. C'est pour ça qu'on parle d'une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré. Vous apprendrez au TP. Donc si on veut calculer avec la loi normale, par exemple, si z suit une loi normale 0,1, la probabilité que z soit entre, disons, 1 et 2, ce sera l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur racine de 2 pi exponentielle moins x carré sur 2 dx. On ne sait pas calculer ce truc-là à la main. Et donc pour ce faire, il faut utiliser un logiciel ou les tables. Et donc les tables de la loi normale, ce sont ces trucs-ci ici. Donc ces choses-là. Et alors je ne vais pas vous expliquer comment ça marche ici, ce sera expliqué pendant les travaux pratiques. Enfin, si je peux peut-être quand même vite vous expliquer un tout petit peu. Donc on va juste faire celui-là, et puis après les autres, ce sera fait aux travaux pratiques. Vous aurez de toute façon une question examen sur la manipulation des tables et l'utilisation de la loi normale. Donc apprenez à faire ceci. Donc, regardons par exemple celui que j'ai demandé, il est pas mal. Quelle est la probabilité que z soit entre 1 et 2 ? Ça c'est donc, moi je fais toujours un petit dessin, comme ça j'ai une idée de ce que je cherche à calculer. Ma gaussienne, je la représente comme ceci. Elle est centrée autour de 0. 1 il est là, 2 il est là. Et je cherche à calculer cette probabilité-ci. Alors, qu'est-ce que je vois dans ma table ici ? Je vois que cette table, ce truc-là, fournit la probabilité que x soit plus petit ou égal à x pour x qui suit une loi normale 0,1. Donc, il me fournit quoi ? Il me fournit les probabilités que x soit plus petit ou égal à x. Donc, par exemple, je peux calculer la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2. La probabilité que x soit plus petit ou égal à 2, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois chercher la valeur 2. Donc 2, c'est 2.00, c'est 2.00. Et donc dans cette colonne-là, dans la colonne de 0,0 au niveau de la ligne 2, je vois ce résultat-là. Ça correspond à la probabilité que x soit plus petit que 2.00. Du coup, ici, je peux copier, ça me fait 0.9772. C'est ce que j'ai en rouge dans ma table. Et puis la probabilité que x soit plus petit ou égal à 1, celle-là, elle est aussi fournie dans ma table. La probabilité que x soit plus petit ou égal à 1, je vais te le faire en vert. La probabilité que x soit plus petit ou égal à 1, j'ai 1.0, toujours 0, donc ça va être ce nombre là. Et donc ça me fait quoi ? Ça me fait 0.8413. Pour ceux qui ne regarderaient que le papier, c'est donné dans les tables. Ok, mais donc ça ne répond pas à la question que je cherchais. Moi, je voulais la probabilité que ce soit entre 1 et 2. Voilà, j'utilise mon petit dessin pour me rendre compte que la probabilité que x soit entre 1 et 2, c'est en fait la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2, moins la probabilité que x soit plus petit ou égal à 1.
Donc ça, c'est le nombre vert. Ça, c'est le nombre rouge. Remarquez que je ne fais pas attention au bord. Donc j'utilise expressément le fait que les probabilités avec des 1 compris ou pas compris, ça ne change rien au calcul parce qu'on est avec une loi continue. Parce que sinon, ici, j'aurais un souci, je devrais faire attention, est-ce que c'est strictement ou pas plus petit ou égal à 1 ? Et donc si je fais ça comme un sauvage, parce que je peux, parce que c'est une loi continue, je me retrouve avec ceci. Et ça, je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais pas, je l'ai calculé à la main. Donc 0,9772 moins 0,8413, ça fait 0,1359. Et donc ça me fait 13,59%. Voilà. Donc c'est ce genre de calcul-là qu'on peut faire. Comme on ne sait pas calculer ces intégrales-ci à la main, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de primitive de cette fonction-là qui soit facile. On fait ces calculs en utilisant la table qui est fournie ici, ou alors en utilisant un logiciel. Si vous avez accès à des logiciels qui vous permettent ces calculs, c'est une bonne idée de les utiliser. Ça va quand même vachement plus vite. Et je crois que je vais arrêter là.